Et on vous reprend pour la deuxième partie, donc placée sur les champignons sauvages, la cueillette sauvage, avec des cueilleurs professionnels. Nous avons à ma droite donc Damien Duverger, cueilleur professionnel, et Marc Laoué, cueilleur professionnel. Je suis également cueilleur et nous allons discuter de nos cueillettes pendant 1h30 à peu près. Damien, est-ce que tu peux te présenter? Bon, moi je m'appelle Damien Duverger, je viens de Saint-Bonnet-le-Château, donc côté livradois. Je fais la cueillette des champignons depuis maintenant, on va dire, bien 7-8 ans. Et quoi d'autre à dire? Si, l'avantage c'est que je cuisine aussi. Donc je sais les champignons, où je les cueille, comment les associer et tout. Donc je peux donner des conseils aussi culinaires à certains restaurateurs pour qu'ils puissent mettre au mieux en valeur le produit. Donc j'apporte, on va dire, une chose en plus parce que je cuisine le champignon et je le photographie aussi parce que je suis passionné de photos. Donc du coup, je regroupe un petit peu de tout autour. Voilà. Je peux presque montrer, pas chaque champignon en photo, mais pas loin, quoi. Pas loin, ouais. Marc? Du coup, moi je suis Marc Laoué, ouvrier saisonnier, agricole. Là, je viens de m'installer depuis cette année, à partir de vraiment l'année prochaine en Ardèche, au fait, pour vraiment travailler au niveau tout ce qui est la cueillette et l'impact au fait écologique, nous, ce qu'on peut apporter aussi en tant que cueilleur, diversifier et au fait essayer de garder une ressource pérenne, en fait. Donc, essayer de travailler là-dessus. Et puis après, moi, je suis moins dans la cuisine, mais plus sur le séchage des champignons, en fait. Sauvage. On va rappeler tout de suite que la cueillette sauvage est soumise forcément à des règles, que ce soit pour des cueilleurs néophytes ou pour des cueilleurs professionnels. On a forcément des règles tous à appliquer. Donc on doit respecter un nombre de kilos par jour et par personne. 5 jours en public, c'est ça. Voilà, 5 kilos par jour et par personne. Et ça dépend des endroits, ça dépend des communes et des autorisations. Sachant que si vous n'êtes pas sur une terre communale, il faut que vous ayez les autorisations des propriétaires des terrains sur lesquels vous allez cueillir vos champignons. Ça, ils le font sous licence aussi. Ouais. Tout à fait. Voilà. Des moments, les terrains communaux sont réservés aux habitants de la commune. Aussi. Donc se renseigner auprès des communes pour savoir si vous avez l'autorisation ou pas de pouvoir aller cueillir des champignons sur leur commune. J'ai des communes en Isère où vous n'avez pas le droit du tout d'aller cueillir des champignons. Et de façon inopinée, on peut facilement se retrouver d'un bois communal à une propriété privée. Sans le savoir. Donc il faut toujours prendre ses précautions quand on va chercher des champignons. Sans parler des champignons qu'on cueille, bien entendu. On va dire en étant encore plus prudent sur ceux qu'on cueille. On est encore plus. Quand on est néophyte. Tout à fait. C'est pour ça que pour nous, on est forcément toujours accompagné de mycologues. Je pense que... Ouais. Au niveau de diversifier les espèces, en fait, ça permet aussi d'avoir un impact en fait, sensé dans le biotope où on va se retrouver. Nous, en fait, on ne cherche pas du tout ce qui est forcément cèpe, qu'on appelle, ou chanterelle, ou girole. On essaie de varier, au fait, moi, sur mes cueillettes que je fais au fait, avec le resto, on essaie de varier à avoir entre 50 et une centaine de pièces par espèce, à essayer de ramener, en fait. On notera qu'on ne ramène pas des pièces de cette taille-là. Vous voyez sur ça, ce typique bioto qu'on va retrouver en fait, en couvre-mètre par exemple, toute cette partie-là va rester et on va juste sélectionner ces deux pièces-là ou la troisième qui va suivre. Que nous on va appeler des bouchons. Des bouchons à ce moment-là. Ce qui va être pour la qualité des restaurateurs, la qualité optimum en fait pour pouvoir les cuisiner. Tout à fait. Et la conservation également parce que quand on les coupe à ce stade-là, ils vont continuer après la coupe à se développer. Donc si on prend un champignon qui est déjà mature ou trop mature, après la coupe, il va continuer à maturer. Sans parler de la sporulation qui pourrait enclencher. C'est ça. Qui ne serait pas forcément bon pour vos poumons non plus. Après, pareil, après la conservation des champignons, après la cueillette, c'est hyper important. Ça, c'est... Ouais. Moi j'ai ma méthode, chacun a sa méthode. Les fougères, ma caisse, elle est remplie de fougères au fond. Je pose mes champignons, ils sont bien rangés, pas n'importe comment. Nettoyer. Pas forcément juste brosser avant, en terre, mais pas couper, ni rien, parce que si on coupe le cèpe, le pied, la chair, elle va s'oxyder beaucoup plus vite, il va se conserver moins. Donc le but, c'est juste, j'ai une grosse brosse, je brosse le pied du cèpe, mais je le pèle pas, parce que déjà, le peler, ça donne des indices.
de l'endroit où ça a été cueilli. Donc c'est pas toujours bien bon. Et puis après, voilà, la chair va s'oxyder et le champignon va se garder moins longtemps. Ça, c'est les petites trucs de... Mais après, on peut quand même nettoyer son cep délicatement quand même sur place et cacher avec des feuilles ou un couvert végétal. Ah bah, on met pas plein de terre. Aussi un petit peu de matière. Comme ça, au moins, on restitue un petit peu au sol. C'est bien aussi. On peut faire les deux, chacun sa technique, effectivement. Après, on a certaines espèces qu'on ramasse directement, déjà nettoyées, que tu peux déjà nettoyer, comme les gambhides, tu vois, tout ce qui est gambhides glutineux. Moi, j'essaie de nettoyer déjà bien nettoyé avant. C'est pareil de tout le reste, parce que sinon, ça impacte sur comme les sur lactaires. le Les reste, lactaires quoi. sont souvent très gluants. Exactement. Après, voilà, nous, on est sur une ramasse où, en fait, on va essayer de pérenniser, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, du coup, on ramasse réellement moins de 10% de ce qu'on trouve, en fait, sur une journée. Pour donner une idée, sur un cheptel qu'on a, on va diviser sur une dizaine d'espèces, si on peut. Et en fait, sur ces espèces-là, on ramasse vraiment moins que ce qu'on trouve. C'est-à-dire là, nous, on va sélectionner plus du petit bouchon par rapport aux conservations. Parce que même si on le coupe comme ça, une coulomelle, je la coupe en bouchon, je la prends juste en dessous du chapeau, elle va continuer à s'ouvrir en fait. Pendant les 3 jours qui vont suivre, elle va continuer. Et du coup, pour pouvoir garder cette qualité, on essaie de ramasser des produits quand même assez frais. Et du coup, qui nous demande aussi de couvrir plusieurs hectares. Voilà. C'est-à-dire qu'on va tellement les sélectionner que justement, on va laisser toutes les espèces qui sont matures afin qu'elles continuent déjà à se pourruler et donc de pouvoir avoir des chances qu'elles continuent à s'accoupler et que le cycle se fasse de reconstitution du cheptel mycologique. Et en même temps, de pouvoir aussi profiter de choisir que de la qualité. Ouais, parce que c'est là où tu retrouves vraiment tous les goûts parfums, à ce stade-là, au fait, de la pousse, où tu retrouves vraiment tous les arômes du produit, quoi, réellement. Que tu peux ramener. Oui. C'est la qualité, quoi. Après, c'est vrai que les goûts... Les espèces, par exemple, tu prends un cep qui a une mousse jaune, va être beaucoup plus goûtu Je suis d'accord. qu'un bouchon avec une mousse blanche. Après, tout dépend comment on va l'utiliser. Si on veut faire un velouté de cep, par exemple, mieux vaut le faire dans un cep qui a une mousse qui a été un petit peu jaune. Il y aura plus de goût et on en mettra moins. Si on veut faire poêlé, mieux vaut avoir un petit bouchon. C'est sûr. C'est ça. Mais en fait, tous les goûts sont... Voilà. Les goûts, les couleurs sont... à chacun. C'est ça. Et puis après, chaque type de développement va s'adapter à une recette plus en particulier. Tant qu'on a ramassé le bon champignon, qu'on ne s'est pas trompé sur... Et qu'il ne soit pas pourri non plus. Voilà. Quand je dis mousse jaune, c'est pas kaki, c'est pas vert, voilà. Parce qu'après, là, on rentre sur une contamination, ce que beaucoup de gens ramassent, au fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de champignons, comme les clous, les cèpes, certaines espèces, on a tendance à vouloir ramasser tout ce qu'on trouve. Mais en réalité, moi, je conseille de le laisser, au fait. Ça permet de faire le côté, la pérennité, la suite que ça se fasse. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des champignons en fait, qui sont aussi malades, comme le cèpe qui peut très vite devenir, peut devenir indigeste suite à une contamination par une bactérie. En fait, tout champignon en fait, peut être indigeste. Ouais. Il n'y a pas un champignon qui ne peut pas être indigeste. On est tous prédisposés en fait, à pouvoir faire une intoxication avec un champignon. Dans toutes les sociétés mycologiques, généralement, on va bien vous l'expliquer. Alors nous ne sommes pas des mycologues en soi. Les mycologues sont toujours là pour pouvoir nous conseiller et nous rappeler toujours à l'ordre que, justement, les propriétés qui sont contenues dans certains champignons peuvent nous amener à tous une certaine intoxication ou une intolérance gastrique pour n'importe lequel. On pourrait manger... Là, c'est, mettons, la carrière améthyste, le capte ou le même cuivre, sur si c'est une zone ferreuse ou quoi, ou une décharge, le capte les métaux, en fait. Après, on doit avoir quelques mycologues dans la salle qui pourront peut-être nous répondre un peu plus sur les... Bolébert, améthyste. Voilà, aux questions-réponses, on aura des mycologues qui pourront nous répondre un peu plus sur la taxonomie et les... Voilà, merci, jeune homme. Comment faites-vous pour ramasser vos champignons ici, dans le coin? Sur quelle surface vous couvrez en tout? Moi, je cours du moins de l'autre côté. Le livre à droit forêt, je peux m'étaler de la Chaise-Dieu jusqu'à Saint-Anthème, Chalmazel. Ce qui couvre à peu près quelle surface? Entre les deux, il doit y avoir une centaine de kilomètres, quoi. Ouais. Je dirais facile, quoi. Ouais, Puis après, ça va dépendre. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des zones où j'y retourne pas forcément toutes les années. Ce qui fait que je laisse ma zone un petit peu en repos et j'en ai d'autres qui me donnent ce que j'ai besoin de l'autre côté. Et au bout de l'année d'après, je change. Ce qui fait que... En espérant que personne ne soit passé. Alors, ça dépend sur quelle espèce.
Ouais. C'est sûr que si tu fais ça sur du cèpe, ça va être plus compliqué, mais sur des amanites, submembranacéa, Tu peux faire très bien quoi, là-dessus. Tu peux nous donner des noms vulgaires plutôt pour que tout le monde puisse Alors, se non retrouver. vulgaire sur la crocéa, c'est l'amanite safranée, qui peut être confondue souvent avec une orange, parce qu'elle est orange sur le dessus. Par contre, elle a les lames blanches. Donc l'amanite des Césars. Alors que l'amanite des Césars, elle a un pied jaune, des lames jaunes. Et la safranée a un pied, par contre, qui a tendance à devenir légèrement pelucheux, orangé. Mais ce n'est pas systématique non plus, parce que ce qu'il faut bien comprendre aux champignons, c'est que tant qu'on n'a pas abordé un petit peu la mycologie, on ne peut pas se douter du nombre d'espèces qu'il peut y avoir. Et en fait, cette amanite crocéa, elle a d'autres variétés. En fait, on parle espèces, variétés. Souvent, on dit « Ah, tu as combien de variétés de champignons ?» Non, on dit « On a combien d'espèces de champignons ?» La variété, ça va décliner de l'espèce. Ça peut dire que d'une espèce, on peut avoir d'autres qui sont proches, comme la coulmelle. Procera, elle s'appelle la grande coulmelle, mais en fait, dans Procera, il y a plein de variétés. Il y en a une qui va rougir au grattage, il y en a une qui va verdir au grattage. Voilà. Donc, ça décline beaucoup d'espèces. Heureusement, dans les variétés, en général, il n'y a pas l'espèce type qui est comestible et dans les variétés qui sont toxiques. Parce que, alors, sinon, ça serait un carnage. Déjà qu'il y a pas mal d'intoxication. Donc, oui. Oui. Et d'ailleurs, je pense que pas mal d'applications, sont dues aussi. Ouais, mais les applications, il faut. Aujourd'hui, sont. Déjà, rien que le responsable champignon dans les mains pour le déterminer, alors on pensait bien qu'une application. Avant pas la déterminer comme ça. Quoi. On pourrait prendre la même similarité pour les plantes. Ils arrivent forcément à se tromper en prenant des photos de plantes et à donner donc, le nom latin de la plante. Alors pour les champignons, c'est. Pour qu'il y ait déjà des mycologues qui se trompent, personne n'est à l'abri de l'erreur. C'est plus varié. Quoi. Ils sont obligés de reconnaître des champignons par avoir microscopique. Donc pour juste différencier certains cortinaires, on est obligé d'avoir le microscope pour savoir exactement quelle taille de sport il a pour pouvoir le déterminer. Donc, et maintenant, même si on a nous de la connaissance, nos mycologues ne nous remplaceront pas. Ils sont là pour nous, seront toujours là pour nous accompagner afin de faire les bonnes choses. Donc les applications, on ne peut pas remplacer une application par un... Enfin, on ne peut pas remplacer un mycologue par une application. Excusez-moi. Parce que déjà, juste sur une photo, déterminer un téléphone, des fois, juste un champignon juste sur une photo, déjà, c'est compliqué. Sur certaines espèces, ça passe. Mais sur d'autres, c'est jouer à la roulette russe. Ben, c'est ça, quoi. Vous pouvez me citer des espèces, justement À Meunier, par exemple. À Meunier, moi, nous le montrer j'encadre des sorties mycologiques aussi, où j'emmène les gens en forêt pour leur faire découvrir les champignons. Et comme je dis, quand on est novice, déjà, les champignons blancs, on oublie. Parce que dans les champignons blancs, il y a 3 mortels, il y a des très toxiques. Je vous laisse regarder. Donc, avant de se mettre à cueillir des champignons blancs, il faut déjà attendre d'avoir une certaine expérience. Ouais, moi j'arrive à dire sur les 5, 2 à 3 espèces, ça sert à rien de partir avec le livre en forêt parce qu'on va vouloir tout cueillir, on va rien comprendre et tout. Et puis le livre, c'est pas toujours pratique à avoir en poche, surtout que c'est pas toujours des formats de poche. Si on veut un ouvrage qui soit complet, quoi. Tu penses au Pierre Roux, c'est ça? Ouais, voilà. Toujours que le petit Robert. Il est un champignon. Mais moi, c'est ce que je fais sur les cueillettes. Tous les ans, en fait, je change, je prends une nouvelle espèce en plus, je me bute dessus, justement. Et puis, il faut être encore plus attentif sur quand on commence à rentrer dans les espèces comme les amanites. Les amanites, ouais. C'est mon espèce un petit peu star que j'adore. Je les trouve déjà belles à photographier et puis culinairement, il y en a plusieurs qui sont très intéressantes. Mais voilà, on ne se lance pas à cueillir des amanites comme ça, quoi. Tu peux le manger? C'est sûr. Tu peux le manger qu'une fois. Tu peux le manger qu'une fois. C'est ça. C'est une odeur farineuse, humide. Vous avez une odeur un peu farineuse, ouais. Je vais en prendre la moitié. Alors, à savoir qu'on peut mâchouiller un bout de n'importe quel champignon, même qu'il soit toxique, mortel. Les mycologues, pour déterminer le goût du champignon, il faut bien qu'ils n'ont pas des goûteurs, hein, parce qu'ils en passeraient un paquet. Hein. C'est comme là aussi. Ils n'auraient pas beaucoup de volontaires. donc ils goûtent, mais ils recrachent. C'est en fait pour qu'il y ait... Heureusement, on n'a pas de champignons toxiques par contact. Donc il faut vraiment manger une certaine dose
qui peut aller de 4 à 7 grammes, suivant les espèces, pour avoir l'intoxication. Donc si on recrache bien et tout, il n'y a aucun souci. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a des moments des champignons toxiques qui ont un bon goût quand on les mastique. Il faut savoir une chose, c'est que les champignons, quand ils sont déshydratés, ce qu'ils perdent en eau, généralement, ils le gagnent en puissance au niveau arôme. Ouais. Ils perdent en gros à peu près 10% en eau. Et non, ils prennent 10%, ouais, 80, ils prennent 10% d'arôme en plus. 80 et 90, voilà. C'est à peu près ça. Et lui, une fois séché, il peut servir de condiment pour remplacer un petit peu le poivre dans un potage, un bouillon. Surtout les bouillons, c'est bien en mode maintenant, et avec les champignons, c'est très intéressant, les bouillons. Les Asiatiques le font depuis des années, et ils sont très en avance là-dessus sur nous. Et c'est là où il prend tout son intérêt. Comme je dis, un champignon, gastronomiquement, on va le cuisiner pour sa couleur, son goût, sa texture. Et après, une fois séché, qu'est-ce qu'il va apporter en plus? On a fait le tour. Vite fait. C'est pour ça que quand vous faites une poêlée, retour de cueillette, vous voulez faire une poêlée, ça ne sert à rien de mettre plusieurs champignons qui ont des goûts différents, très forts. Mieux vaut mettre un champignon qui a du goût, en mettre un ou deux pour la texture, mais qui ne vont pas nuire au goût des autres, et vous en mettez les petits violets, par exemple, pour apporter la couleur, en sachant les cuisiner. Parce que si vous mettez le petit violet dans la poêle, il fait quoi? Il devient tout noir. Si par contre vous le blanchissez à l'eau, il va fixer sa couleur. En fait, le fait d'ébouillanter les champignons, ça va permettre de fixer la couleur. Comme vous faites avec la chlorophylle en fait. Et après, quand vous allez le mettre dans une matière grasse, ça va éviter qu'il brûle. Il va colorer, il va caraméliser tout doucement parce qu'il aura été ébouillanté. Et dans la poêlée, moi, quand je mange des champignons, j'aime reconnaître chaque champignon que je vais mettre dans ma bouche. C'est pas plus digeste de le passer à l'eau? Sur certaines espèces, moi je le fais systématiquement. Sur d'autres, je suis pas fan de blanchir les bolets. Mais par contre, le pied bleu, par exemple, je le blanchis systématiquement. Et puis, il est encore plus joli derrière. Prenez un tricolome petit gris aussi. Vous ébouillantez, vous avez l'impression que ça va faire un rouage. Les lames, elles ressortent avec l'eau. C'est magnifique. Après, on le pose à l'envers sur l'assiette. C'est un champignon qui n'a pas vraiment beaucoup de goût, qui n'a pas une super texture non plus. Mais par contre, graphiquement dans l'assiette, c'est magnifique. Un cortinaire bleu, c'est super visuel aussi dans une assiette. Le violacéus, c'est pas mal. Violacéus, j'ai goûté. Alors, c'est que pour la couleur et un peu la texture à la limite. Oui, mais c'est que tout va bien. Après, est-ce que la confusion, ce que je veux dire, c'était tout mener sur la confusion en fait, qui est tout à fait possible entre. Oui, mais sur un cortinaire violet, ça va. Mais après, dans les autres cortinaires, Camphoratus, tout ça, déjà, si vous le mettez au nez, vous n'avez pas envie de manger ça, quoi. Ça pue. Donc, la grosse différence qu'il y a entre les cortinaires et le pied bleu, moi, quand je le fais voir, c'est que les cortinaires, ils sont mycorhiziques. C'est-à-dire qu'ils sont rattachés à un arbre, à un hôte, par le mycélium. Donc quand vous sortez comme le cèpe, vous avez un petit peu de terre, un petit peu ce mycélium accroché au pied. Si vous sortez un pied bleu du sol, c'est un saprophyte. Il se nourrit, lui, de la matière en décomposition du sol. Ça va faire une grosse galette qui va rester accrochée au pied. Là, vous allez voir la différence entre un mycorhizique et un saprophyte. Donc, voilà. Quand c'est des moments où on sort une galette qui est accrochée, qui est comme ça. Alors que pour le pied bleu, on va avoir justement la cortine, et puis vu que c'est une sporée brune, on voit la sporée brune autour du pied, et ce qui permet déjà d'arriver un peu plus facilement à l'authentifier. Le pied bleu, lui, il a tendance à changer de couleur, mais il ne prend pas cette couleur rouille au niveau des lames, quoi. Et puis de toute façon, après, le pied bleu, le problème, c'est que quand il change de couleur, mieux vaut s'abstenir de le consommer. Souvent, c'est qu'il a été détrempé par l'eau, ou alors qu'il a pris le gel. Comme c'est un champignon, quand on voit le pied bleu, en général, la fin de saison, elle n'est pas bien loin. Alors, ça, comme je disais tout à l'heure, attention, parce que c'est des amanites, donc il faut déjà bien connaître les champignons, savoir bien être attentif aux critères. Donc là, c'est sa particularité, pourquoi elle s'appelle rougissante, c'est qu'elle devient très vite rouge vineux. On le voit là, elle fait... À la coupe aussi d'ailleurs. À la coupe, à l'épluchure aussi.
parce que la peau se pèle très facilement dessus. D'ailleurs, quand on la cuisine, il faut éplucher la peau obligatoirement. Elle a un anneau qui est strié sur la face du dessus. Alors, il y a d'autres amanites qui ont aussi... c'est pour ça que l'identification du champignon, ça ne se fait pas par-dessus, par la couleur, la forme. C'est un ensemble de critères qui a le chapeau, le dessous, qu'on appelle, nous, les lames, tout ça, c'est l'hyménium, c'est la partie de reproduction du champignon, la partie fertile, le pied et la base du pied. C'est pour ça qu'on ne coupe pas un champignon au couteau. C'est pas qu'on coupe ou qu'on arrache, il n'y a aucune incidence, c'est pareil. Sauf que pour l'identification, c'est pas pareil. Parce que vous prenez, là, j'ai lu, là, il y a une dame de 82 ans qui est décédée, là, avec la manite phalloïde, encore une confusion avec le rosé des prés. Moi, chaque fois qu'on me dit le rosé des prés, je dis, vous ne ramassez pas de rosé des prés. Si vous ne connaissez pas bien les champignons, le rosé des prés, c'est pas le plus simple à apprendre, parce que dans tous les agarics, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui mangent du rosé des prés. Souvent, il y a des gens qui font, ah, j'ai eu mal au ventre avec ce rosé des prés. Bah oui, c'était pas le rosé des prés. Donc, là, le bulbe est vineux, il n'a pas de rebord, il est lisse, il fait comme la continuité d'un oignon, comme le bulbe d'un oignon. Celle qui lui ressemble, qui est toxique, potentiellement qui pourrait être mortelle si vous êtes affaibli par une autre maladie, c'est la manite panthère. Elle a un pied qui est blanc craie. Elle est blanche. Mais l'épaisse, elle est comestible après cuisson aussi, sauf qu'elle a un goût de rave qui ne plaît pas particulièrement. Quoi. Non, mais ce qu'on voit bien, c'est plus les squames blancs, en fait, oui. sur le chapeau. Et elle, donc le pied, à part qu'elle est bien jaune, qui fait bien blanc, mais dans les morsures d'insectes, les endroits où les limaces, elles ont rongé, tout ça, on doit voir apparaître du rouge. Si on ne voit pas apparaître du rouge... Elle peut être délavée. Hein. Alors, la couleur sur elle, par exemple, c'est le truc typique qu'il ne faut pas se fier, parce qu'elle peut être blanc crème, elle peut faire grisonnante, elle peut faire... Je l'ai vu une fois, j'ai cru que c'était un rouge ponceau. Elle était rouge comme la manite, la tumouche. Donc, oui, c'est les deux mêmes. Ah, mais, c'est juste deux secteurs différents. Parce que vraiment, biotope, ça, elle a un panel de couleurs. Ça et la lumière, en fait, aussi. Tout va rentrer, en fait, en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on pourrait même prendre un pleurote classique, selon le taux de lumière qu'il va avoir, une même souche ne va pas avoir la même couleur. Quand elle sort du sol, elle est presque blanche. Hein. Et on voit à peine ses traces rougeâtres un petit peu sur le chapeau. Quoi. À savoir que le pied est sans intérêt, dessus on ne consomme que le chapeau. Et que c'est une amanite qu'il faut... Alors, les temps de cuisson, c'est un truc que je n'ai pas abordé. Parce que suivant la quantité qu'on va mettre dans la poêle, le temps de cuisson, il va différer. Si on en met 1 kg et si on en met 150 grammes, le temps de cuisson, il ne sera pas le même. Le tout, il faut qu'elle atteigne 60-70 degrés. Donc, il faut la faire frire. Ouais. Ou la faire blanchir. Vous la faites frire tout doucement, qu'elle rende son eau. Une fois qu'elle a rendu son eau, on apporte la matière grasse et là, on la fait rissoler. Et dès qu'elle a commencé à bien rissoler, c'est pas une chair qui est très épaisse. Moi, en général, quand je mets 2-3 amanites coupées en quartier dans la poêle, je suis à 12-15 minutes. Suivant si je les ai cueillies sous la pluie, qu'elles sont gorgées d'eau ou partent en sec. Déjà, c'est pareil. Consommer un champignon quand on vient de cueillir sous la pluie, je ne le conseille pas. Ça va rendre beaucoup d'eau. C'est spongieux. Mieux vaut les laisser une nuit au frigo. Le frigo va enlever un petit peu d'humidité et ça sera meilleur. Notamment pour les girolles aussi. Les girolles, quand elles sont gorgées d'eau, ça n'a pas de goût. Ou de l'air, quoi. Il faut aussi voilà. l'air, le ventiler au maximum, en fait. Comme tu cuisines, tu ne fais pas des grosses quantités non plus. Ah non. Jamais surcharger une poêle de champignons. Ça ne sert à rien, ça va mal cuire. Après, ça va devenir visqueux, baveux. On n'empile pas les champignons, on met une couche sur la poêle, sans empiler, pour que ça cuise uniformément et comme il faut. En parallèle, la morille, c'est pareil. Il y a de plus en plus d'intoxication avec la morille parce que la morille crue, il faut la faire cuire un certain temps pour qu'elle élimine sa toxicité, quoi. Avec la séchée, on a beaucoup moins de problèmes. Mais les pics d'intoxication à la morille sont en hausse chaque année, quoi. Et pareil, on consomme un champignon frais. Comme je dis, un steak haché, début de semaine, c'est un steak haché, tout va bien. Fin de semaine, c'est encore un steak haché. Par contre, si on le mange, on ne va pas être bien. Le champignon, c'est pareil, il a une durée de vie, il a un moment où il s'appelle encore cep, mais il a été parasité parce qu'il est vieux, il est attaqué par plein de bestioles. On voit que les vers, mais quand il est attaqué par les vers, il y a peut-être des bactéries aussi avec. Ouais, on prend juste l'exemple des sanguins, où
Je pense à une publication de Champignons Magazine qui a été passée dernièrement là, par Aurélie Sanchez, justement qui montre comme quoi juste les lactaires salmonicolores et les j'ai pas la fin. Déliciosus. Merci. Peuvent même juste vous mettre des indigestions. Donc c'est pour ça que ce que je disais en amont en introduction, c'est que chaque champignon est susceptible de vous donner une intoxication alimentaire. On est tous susceptibles à ça. À notre corps, quoi, aussi. Notre corps a une capacité d'encaisser certaines toxines, d'autres pas du tout. Il faut savoir que dans les champignons, on en retrouve quand même. Après, il y a des quantités au fait, à respecter. Parce qu'il y a même des espèces qu'on ramasse, au fait. On ne dit pas aux gens de les ramasser non plus, parce qu'en fait, c'est pour éviter qu'ils aient tendance à vouloir aller les chercher après et s'en faire une grosse poêlée. Voilà, une amanite rougissante, c'est un chapeau, pas plus. Ça. Ça reste quand même un champignon qui reste quand même toxique avant cuisson. Donc on ne va pas s'en manger une pleine poêlée. Et puis franchement, c'est tellement puissant au goût et tout que ça serait vite écœurant. Juste un complément. Oui. Et moi, ce que je conseille, c'est quand vous allez à la cueillette, vous voulez goûter un champignon pour une première fois, déjà photographiez-le. Parce que si vous arrive un truc, que vous êtes malade, le centre anti-poison, vous allez le faire avancer. Les mycologues qui reçoivent, comme Pierre Roux, les intoxications, il reçoit des mails, voilà. S'il a la photo du champignon, il va déjà... Et regardez surtout ce qu'il y a autour de soi. Surtout, quel arbre est, voilà, le biotope, donc quel arbre est à côté, si après on les est dans arbres, une tout le monde pâture, connaît toujours pas. chaque détail qui peut entourer le champignon peut vous donner des indices pour retrouver l'espèce que c'est. Et de goûter une petite quantité quand c'est une consommation une première fois pour voir si on ne fait pas une intolérance personnelle à ce champignon. Après, si vous voyez qu'il est bien passé, bah après vous pouvez en manger 3 ou 4. Mais les premières fois, quand on goûte un champignon pour la première fois, une petite quantité. On nous conseille quand même de consommer que 250 grammes de champignons par semaine. Ouais. Juste par rappel. Du coup, ça ne sert à rien de ramasser des gros volumes en fait, des champignons qui ont forcément des gros volumes, mais plutôt se repérer sur des petits volumes, des petits bouchons quoi du coup. Apprendre à reconnaître les champignons et de pas tout souci, voilà, prendre plus en photo que enlever les champignons, tous les toucher. Vaut mieux essayer d'analyser tout ce qu'il y a autour de vous que d'essayer déjà de voilà. Le meilleur conseil, en fait, c'est de se rapprocher des sociétés mycologiques ou de groupes qui vous font découvrir la forêt. Voilà, ou certaines pharmacies, s'il y a un ancien mycologue, un bien vieux, bien barbu, que maintenant... c'est plus au programme, du moins je crois que c'est plus au programme. C'est plus au programme, mais je crois qu'ils sont plus toujours habilités. Ils font aussi des erreurs. Attention, se méfier. Vraiment se rapprocher plutôt souvent, de mycologue. Souvent, un pharmacien qui ne connaît rien va vous dire c'est pas bon. Avis, moi, je dirais il ne prendra pas de risque. Non, parce que, je vous donne un exemple type 1, mais le cortinaire peut se faire tromper. Je crois qu'on en a un, il me semble bien, sur la droite de ces dames. Là-bas. Sur la gauche de ces dames, pardon. Mais le cortinaire, on voit bien la présence de la rouille dessous. Oh. Mais voilà, en général, moi, ce que j'apprends, c'est quand il y a la trace de rouille comme ça, les lames qui sont couleur rouille, on ne touche pas. Avant d'apprendre les champignons comestibles, on apprend d'abord tous les champignons qui sont toxiques. Je ne sais pas si vous voulez le faire circuler. Qui sont susceptibles en fait de nous empoisonner. Nous ou les autres. Pour l'histoire de sentir les pieds qu'en foratus, comme j'ai un microscope, je fais sécher des champignons aussi pour le microscope. Et une fois, j'en avais mis un séché dans le bureau, dans le déshydrateur. Et une odeur. Vraiment, ça pue. C'est clair de le dire. Donc, sentir les champignons, c'est pas toujours évident. Alors, de sentir, on va sentir, mais de mettre le nom sur quoi on sent, c'est ça le plus dur. À part les senteurs familières, l'anis, tout le monde connaît l'odeur d'anis. Si, les champignons quand même forestiers, il y a quand même l'humus forestier, il y a des choses qui sont quand même marquantes. Qui sont... Ouais, mais ça dépend des espèces. Tu as des espèces qui ne sont pas très marquantes niveau odeur. Et puis après, ça dépend quand il fait froid. Quand il fait froid, ça masque un petit peu, ça a tendance à atténuer les odeurs du champi. Donc, mais c'est intéressant, de toute façon, il y a certaines espèces, on est obligé de les sentir, quoi. Et certaines, on est obligé de les goûter aussi. Comme les russules, toi tu parlais, toi tu ramassais pas forcément. Et moi les russules, maintenant, l'intégra, que je ramasse juste avec la muscaria. Et c'est pareil, tu es obligé de goûter. Les russules, tu es obligé de goûter à chaque fois. Pour bien sûr vérifier, parce que ça a tellement une changeance de palette de couleurs en vieillissant, et puis
elles repassent un peu toutes sur les mêmes. Mais surtout dans les Donc, violacés, ouais. tout ça, il y en a énormément. Énormément. Les rouges, c'est pareil. Ben, c'est ça. Moi, celui qui m'a Moi, je m'y posé mets le plus juste de cette problème, année, c'est quoi. l'Ifolum. Ok. L'Ifolum, le fasciculaire, je crois, j'ai jamais goûté pire, quelque chose d'aussi amer. Et par contre, dans les Ifolum, il y en a un, celui couleur de brique, lui, il est comestible. Et, mais par contre, pour le différencier, alors maintenant, j'arrive à peu près à le différencier au premier regard, surtout au niveau des lames. L'Ifolum en fumée, il a les lames qui deviennent grisonnantes en fumée, et l'autre, il a des lames qui deviennent verdissantes. À savoir que l'Ifolum fasciculaire, très amer, qui est très répandu, on en voit souvent sur les souches. C'est un champignon qui fait un peu jaune et qui pousse en touffe. Qui est, nous, en France, n'occasionne, je ne crois pas, de décès. En Asie, il arrive à occasionner des décès parce qu'eux, ils aiment l'amertume. Nous, en Europe, l'amertume, on n'est pas très fan. Donc si on tombe sur quelque chose d'amer, la plupart du temps, on va recracher. Mais l'autre, en fumée, est très bon, du moins très bon. Pour nous, pour le basique des cuisiniers, il va dire, bon, sans intérêt, mais je sais que Jacques, il le cuisine d'une façon qui est... Donc après, c'est pareil. Un champignon peut paraître sans intérêt pour certains, mais en fait, quand on sait le préparer, on peut trouver l'intérêt à ce champignon. Quoi. Et pour ça, je reviens juste sur un truc, sur les livres, des moments c'est marqué sans intérêt, parce que les mycologues ne sont pas des cuisiniers. Comme nous, les cuisiniers, du moins les cuisiniers, ne sont pas des mycologues non plus. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a c'est une entraide mutuelle en fait. Sans intérêt, mais ça dépend. Ah, c'est une continuité, moi je dirais, en fait, entre le travail que nous, C'est ça, c'est un les prolongement. cuisiniers ils font, en fait, nous on s'applique tellement sur notre boulot, en fait, à leur amener les casiers le plus propres et qu'ils puissent les conserver correctement. Ouais, puis et en même temps, c'est en fait le staff qu'ils arrivent à faire derrière, en fait, valoriser le produit qu'on a ramené. Qui est Le faire simple, découvrir au grand public. Ouais, du temps que ça fasse le tour, le récolteur, c'est pour ça quand je vois des fois, c'est la journée qui même, disent c'est que cuisiné. les mycologues disent qu'un champignon, il faut le consommer dans les 2 jours. Alors, il ne devrait plus y avoir de champignons en grande surface ou quoi que ce soit. Quoi. Parce que du temps que le Encore cueilleur moins emballé l'apporte dans au du plastique. colporteur, que le colporteur l'envoie à Rungis, que Rungis redistribue, que ça Attends, voyage. t'as oublié de te dire que ça venait de Lituanie généralement ou de Hollande Oui, ou de Chine. mais champignons en France, on est un petit territoire. Hein. Donc, souvent, le marché français ne suffit pas. Du moins, la récolte de cueilleurs français ne suffit pas à fournir le marché français. Quoi. Donc, ils sont obligés Les de... 3/4 de la consommation Quand vous française. achetez du cèpe en bocaux, c'est pas du cèpe de France. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Comme la Puis Marie, c'est pas forcément du cèpe. Enfin, vous avez un mélange avec du cèpe, du bolé, mais pas forcément que de l'estivalis. Voilà, c'est. Puis véreux, souvent, souvent, ouais. très souvent. On va passer aux questions-réponses. Il y a une chose étonnante, ici, bon, moi je ramasse beaucoup ici, les gyromites que j'ai vus sur le marché à Riotor, qui sont classés en mortels dans... Eh ben, il n'a pas Ouais. peur, celui qui vend sur le marché. Eh ben, Il n'a pas peur. Hein. et- Parce que s'il y a un problème, eh ben, il est mal. et est-ce qu'ils les canaris aussi, les tricholomécaires, Colomekes. Ah bah Ils sont lui, interdits, il veut son passe pour... C'est tout ce qui est interdit en fait. Je vous ai dit que déjà c'est ils interdit. les mangent et ils sont classés en mortels maintenant dans Oui, le, tout à fait. le petit Larousse des champignons. Alors, ils sont classés Après, mortels. ouais. Moi, j'aime pas trop C'est pas l'interprétation forcément le mortelle. terme, c'est la C'est toxicité. potentiellement mortel. Parce C'est que c'est pas une amanite phalloïde. Toxique. Mais on sait que Parce que c'est la si on en quantité mange surtout qui trop, en les fait. quantités, les trucs Voilà. comme ça, et ben sur le gyromitre, notre organisme n'est pas capable d'éliminer cette toxine. Donc on l'accumule et on voit bien par rapport au Covid, on n'était pas tous Égaux. équivalents, égaux. Donc ça va être pareil. Il y a des gens qui vont avoir un seuil vachement haut, d'autres. Après, il est ressorti des cas de maladie de Charcot, donc manger encore du gyromitre. Après, le canari, c'est autre chose, il atrophie les muscles. Et ça, c'est pas que c'est maintenant, il l'a toujours fait, sauf que c'est un médecin, c'est en 92, qui a vu que lors de grosses cueillettes de canaris, il y avait eu une explosion de canaris par chez eux, là-bas dans les Landes. Il y a eu des grosses consommations et qu'il a eu des taux de crise cardiaque, en sachant que le cœur, c'est un muscle. Donc, si ça décide d'atrophier le cœur, voilà. Ouais, ça, Après, avec un ça peu peut de être très médicaments, un bien peu d'alcool. au niveau des jambes. Après, des moments, on est âgé, on fait j'ai chopé ça, j'ai mal aux jambes, je comprends pas.
Il y a peut-être des... Non, et puis même des fois, juste cumuler. Hein. Vous avez juste pris ça et puis un médicament. La molécule du médicament n'est pas associée avec le champignon et puis on n'a pas Parce que plus. comme il y en a un, je sais Ça, plus, c'est, avec l'alcool, il y en a un là aussi. Là. Je sais plus lequel c'est, il y en a un avec l'alcool, tu peux pas le consommer, un champignon aussi. Alors, Je sais plus lequel c'est pas le exactement, copain chevelu, parce que ça, sur les forums, moi j'ai un groupe sur les forums, et il y a des questions qui... non, le coprin chevelu, on peut consommer de l'alcool, c'est le noir d'encre, qui est C'est le utilisé noir dans les d'encre. sevrages Ouais, c'est alcooliques. Je crois qu'ils ont pris une molécule de champignon pour soigner tout ce qui est alcoolisme. Parce qu'en fait, ça donne ce qu'on appelle l'effet antabuse. C'est si vous picolez pendant que vous mangez le champignon, ben en fait, votre foie ne va pas digérer l'alcool, vous êtes sous pendant 2-3 jours. Je crois qu'on avait 2 questions. Ouais, j'ai une autre. Benjamin. Vas-y. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire que en tant que cueilleur professionnel parce que c'est votre métier, vous êtes payé pour le faire. Vous n'êtes pas à l'abri de vous tromper. Qu'est-ce qui vous permet de vous dire que vous êtes cueilleur professionnel? Est-ce que c'est un diplôme? Parce qu'apparemment, c'est possible d'avoir des erreurs sur des marchés, sur Rungis, sur des supermarchés, etc. Ou le marché du quartier. Qu'est-ce qui permettrait d'éviter ça? Est-ce que c'est des amateurs qui se prétendent professionnels ou qui contournent une forme de certification, de diplôme, en exagérant Il n'y a pas. leurs compétences? Il n'y a pas, l'heure de actuelle, on n'a statut pas encore de réellement statut réellement bien défini. Après, le seul statut qu'on nous oblige en fait nous, à on avoir, peut, c'est une entreprise commerciale. Voilà. Tout simplement. C'est-à-dire que même, je vais même vous faire rigoler, c'est que le statut agricole n'est pas valide là-dedans. C'est quand même quelque chose d'aberrant. C'est qu'on Après, il y a des reste quand diplômes même mycologiques. sur de la nature, mais c'est pas Comme considéré le comme de DUA, l'agricole. Et il faut avoir Après, un c'est pas établissement parce qu'on commercial n'a pour pas ça. son DUA qu'on ne sait pas. Après, Moi, c'est pas être personnellement, je sais entouré que aussi j'ai de appris les mycologues et champignons bien sûr des espèces avec des qu'on gens va qui voir. connaissaient déjà les champignons. Et après, j'ai rencontré Pierre Roux, donc un grand mycologue taxonomiste. Je pense qu'il faut déjà avoir pratiqué le champignon depuis longtemps. Et tant bien même, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Et effectivement, on peut Toujours se remettre en question. se remettre en question. On continue toujours à apprendre. Bon, je pense que voilà, un jour peut-être qu'on passera notre DU, ce qui ne nous empêchera peut-être pas de faire une erreur. Concernant les espèces comestibles qui sont protégées sur les listes rouges. Alors ça, la liste rouge, elle est en train d'être établie, je crois, par l'île. Donc il y Comme le a Grand certaines Cidre, quoi. suivant les régions. Après, bon, c'est une liste rouge, donc on ne s'amuse pas à accueillir ça, quoi. C'est comme ici. Puis de toute façon, déjà, le restaurateur, il prendra un risque de vouloir le cuisiner aussi du fait que c'est sur une liste rouge. Donc il suffit qu'il ait un mycologue qui vienne manger ce jour-là et qui reconnaisse le champignon qui soit interdit à la cueillette pour avoir des problèmes. Donc nous, c'est pas notre intérêt de lui ramener des champignons comme ça, quoi. C'est ça. Et puis il y a des gens rappelez ACED où qui sont pas classés. Rappelez où tu peux la trouver, la liste rouge. Elle se trouve sur Internet, mais elle n'est pas finie d'être... Elle n'est pas finie Ils ont encore. fait les changements. Le premier pays qui a fait ça, c'est la Suisse, il me semble. Est-ce qu'il y a des champignons en voie de disparition? Oui. Ouais. Oui. Certainement. Oui. Alors- Par exemple, celui qui est là, Qui est juste là, ligne des corail du résineux, c'est un champignon qui est de plus en plus rare et qui est à protéger. Jérôme, peut-être pour En fait, c'est l'impactation forestière qui provoque cela. Parce Le que changement j'en ai trouvé climatique, un ligne des tout. corail sur feuillu, en fait, qui n'a rien à voir de Et celui-là. tu, en fait. Pour là où je réussir à suis le pas très trouver, sûr, il te c'est faut un que arbre qui a plus de 150 je pense que le ans mycélium est toujours là, un mais il a environnement, plus ouais. ce qui permet de le faire fructifier, quoi. C'est pas le bon couvert. Oui, voilà, il a plus ce qu'il lui faut pour rentrer. Enfin, Mais le mycélium est J'en toujours là. parle mieux le soir. Je pense pas qu'il disparaisse, lui. Parce qu'il y a des champignons, le champignon, c'est pas que ce qu'on voit. Oui, il C'est a bien l'ensemble raison. C'est-à-dire avec que le le mycélium couvre en fait la totalité en fait de notre sol. On n'imagine pas la quantité de juste par centimètre carré qu'il peut y avoir. Je crois qu'on dépasse les 300 km². Bah, Si on 500. étalait le mycélium qu'on a sur 1 cm². Et pour revenir à ce qui a été dit juste avant sur la disparition des champignons, effectivement, tout a un impact. Le changement climatique, L'agroforesterie. le fait qu'on fasse de la surproduction, qu'on fasse de la trop grosse cueillette, tout fait que, effectivement, on doit protéger ce qui nous C'est reste. comme les forêts qui sont plus mélangées aussi. Ah bah ça. Parce que, Les comme forêts le mélangées disait, apportent énormément en fait. Et la Permettent plantation de entre Douglas, certaines c'est pareil. de tenir. De Douglas. C'est un Douglas, arbre ouais. qui pousse vite, C'est donc très qui est acide. rentable pour la sylviculture, mais au niveau écologique dessous, c'est une C'est ça. catastrophe. Vous passez sous des Douglas, tracez votre route. Hein. Et tu vois, pour part revenir trouver sur, des petits mais violets, à la généralement, dans limite. les plantations, vous ne trouvez pas grand-chose. Que ce soit du pin, du Douglas ou n'importe quoi, vous ne trouvez pas grand-chose dans les non. plantations.
C'est faut du copain chevelu, quoi. Ouais, Des trucs enfin comme voilà. ça. il y a des Bah, espèces, plantation, Pas sapin, forcément, épicéa un peu plus. On a une autre question. J'ai une autre question. Vas-y. Là, c'était pas pour faire une critique, c'était juste pour arriver à comprendre. Hein. Non, mais On est bien d'accord. t'inquiète, je sais très bien. Ah ouais, non, mais du tout. Si les consommateurs français sont intéressés par des champignons et pas uniquement du cèpe parce qu'il entend parler de la truffe et qu'il n'a pas les moyens de la truffe, donc il se rabat sur le cèpe, et que les cèpes qu'on achète ils sont produits, cueillis dans d'autres pays, est-ce que ce problème pourrait être réglé, pas le cèpe avec la culture, mais est-ce qu'il pourrait être réglé avec un entretien différent des parcelles forestières? Tout à fait. Tout à fait, ça, c'est oui. quelque chose qu'un citoyen lambda, mycofan, qui a envie d'aider et de faire sa part de citoyen comme quand il recycle, il pourrait participer en faisant des choses comme ça, ou c'est des actions qui pourraient se créer pour favoriser le développement des champignons en forêt, ou c'est quelque chose Ouais. de- Non, non, Quand vous ramassez vos champignons, avant de cueillir le champignon, ce que vous faites. Voilà, toujours Alors déjà, il y a deux vérifier choses. avant, Parce que là, vous savez déjà qu'il est bien ferme. Il est bien ferme, Et deuxième action, c'est que les spores, vous les libérez. Et le fait que le libérer, au moins, déjà, vous allez inciter un peu plus à ce qu'il y ait un développement qui se refasse. La morille, moi je la Ouais, scoop c'est pas. avant de Ouais, la cueillir. voilà. Puis il y a des moments où on le voit bien, si on la sort de l'ombre et qu'on la met sur un rayon de soleil, il y a des Tu moments, vois les. rien que le fait de la toucher, Oui, vous voyez, vous pouvez le voir, vous pouvez voir les Alsporus. spores se... c'est Sans très vous- flagrant sur les pézises. À faire la pésise, dès qu'on la bouge un petit peu, si elle a un oreille de rayon de lièvre, soleil, elle lâche une petite sporulation. Ou les vestes de loup. Les vestes de loup sont encore plus Ouais, impressionnants. mais ça c'est... C'est classique, mais bon, ouais, classique. tu vas le rappeler. Par contre, ça, vous pouvez les écraser, les vestes de loup. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a comme ça tant, parce qu'elle que- libère leur Bah, on a le droit de rester un peu Ça enfant de fait temps en temps, Voilà. mais bon, sur les vestes de loup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, mais le Sparagus crépus, Ça, je connais, en fait. j'ai ramassé un champignon, bon, vous les connaissez, là, celui-là, d'épin, là, comment vous l'appelez? Donc c'est l'île du corail. Alors, j'ai Biarésineux. ramassé une fois un polypore soufré. Oui, tout à fait. Donc, ma femme l'a cuisiné, donc aux États-Unis, ils l'appellent Le Chicken chicken. noodle. Oui. Ouais. le champignon poulet. Parce qu'il a une texture de poulet, Il a vraiment une effectivement. texture Alors, ouais, de et- blanc de et- poulet. C'était un poulet qui avait traversé l'Atlantique à la rame, mais qui était dur comme du chien. Ah, Ah, parce par qu'il était trop contre, vieux. alors ça, Parce qu'il le était trop polypore vieux. soufflé, Il était voilà, trop c'est vieux. aussitôt En fait, il faut le ramassé dans manger. la Voilà, journée il faut pour les le prendre. consommer. Oui, et surtout, il faut les prendre jeunes. Non, mais C'est très jeune. tu peux, Ah ouais, tu peux ouais. les récolter dans la journée, mais Non, s'il mais est je trop sais, vieux, mais j'allais reprendre. en fait, s'il a blanchi, s'il a déjà commencé à blanchir, vous pouvez même oublier. Il faut que le polypore soufré se reste orangé, jaune, qu'il ait une couleur Jaune très vive. soufre. Et qu'il soit vraiment encore bloc, en fait. Et tant bien même, il faut- quasiment Et pas d'en ouvert, donner- sinon c'est donner pas, un pas la peine. marron, et puis de voir comment il était capable de Et du coup, transformer un truc comme ça. vous le blanchissez. Ouais, il faut Mais le même- Il blanchir. faut le blanchir une dizaine de minutes, vous le sortez, Ouais. vous l'épongez comme il faut, vous le tranchez en poêle, donc vous le tranchez, pardon, vous le mettez à la poêle, vous faites rissoler, et là je vous jure que vous avez Ou vraiment du pané poulet. aussi. Ouais. Moi je le fais pané aussi, on dirait Moi, je le cuisine en four. en un fait. chicken. Après quand ils deviennent vieux, le problème c'est que des fois ils ont même une petite acidité qui reste sur le goût de Et la par langue, c'est pas contre, terrible. celui-ci, attention, parce qu'apparemment il cause des problèmes quand il est cueilli sous if. J'ai lu. Ah ben... Ok. Qui serait ouais, un parce que- petit peu plus, il aurait plus de toxicité. Plus de sous if. toxines, quoi. Ouais. Ouais. Alors, vous voyez les champignons, des moments suivants sur quel autre il peut pousser. Moi, cette année, j'en ai trouvé en Corse, hein, parce que je reviens de Corse, sur eucalyptus. C'est la première fois que je voyais ça, j'ai appelé Pierre Roux. Donc, vous voyez, on est toujours en entretien avec des mycologues. Je lui dis, Pierre, j'ai trouvé ça sur un eucalyptus. Il m'a dit, eh ben, moi, je l'ai toujours trouvé jusqu'à maintenant sous eucalyptus. Mais bon, moi, c'était la première fois que je trouvais. Je lui ai demandé, c'est bon, je peux le manger, quoi. Sous eucalyptus. Il m'a dit oui. On n'en voit pas souvent, hein, ceux-là. Bah, nous, l'eucalyptus en France, on n'en a pas trop. Non, mais les polypores, là, je reviens. Ah, il y en a Eucalyptus, pas ça, mal. ça en va, France, ça va. Il y en a pas Il mal. y en a quelques-uns. Il y en a Ouais, quelques-uns. moi ici, je fais beaucoup les châtaigneraies dans la région. Quand je cherche sur du feuillu, c'est ce que je vais chercher pour Ça reste un certaines champignon, ça espèces. profite, donc comme vous avez dit tout Et, à l'heure, ça revient d'une année sur l'autre. Mais ça revient C'est d'une que- année sur l'autre. Après, le polypore soufré, un peu moins, ça, je trouve. Tout dépend, plus bah, compliqué, c'est des comme fois. tous les champignons, tout Ça dépend en fait plutôt du de grain écrit, l'endroit, tout le dépend. biotope, voilà. Ça dépend de tout ça. Et- Mais, Est-ce qu'avec justement, on parlait des changements climatiques et la réduction de nos champignons, est-ce que ça va aussi amener des nouveaux champignons oui, C'est vrai, déjà. alors ça Bah, fait tu- déjà oui. un bon moment que ça dure. quoi. Dans les Pyrénées, ils se retrouvent C'est, avec un champignon tropical où dessous, ouais. ça fait comme des alvéoles d'abeilles.
C'est pas des lames, c'est ni des tubes, ça fait que... En Gironde, Donc, il est apparu en Gironde Voilà, ils aussi savent pas trop maintenant. parce que celui-là, ouais. ça serait peut-être invasif, ils savent pas Mais si ils ça savent pas trop exactement, nuirait ouais. pas au mycélium de Après, tu certains as champignons, l'implantation humaine, en fait. L'import-transport, Ouais, en fait. c'est ça. Et ça, Et c'est les- ce qui a boosté. sports En aussi. fait, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout ça, ils se sont aperçus, c'est là où la mycologie s'est vraiment lancée, je trouve, vraiment à ce moment-là, niveau historique un peu. Et c'est là où, en fait, ils ont pu recenser que vraiment, il y a des espèces qui sont endémiques d'une région ou d'un pays différent et qui a été transportées, en fait, juste par une orangeau, en fait, qui a été transportée à ce Les moment-là, sports. quoi. C'est pour ça que l'Australie, eux, sur les contrôles Voilà, frontières, ils sont hyper rigoureux. Vous ne rentrez pas Mais tu sais, avec des comme du chaussures pleines de chaga, terre en Australie. moi j'en trouve au puits du Dôme en fait, et pourtant c'est endémique, je crois que c'est à l'Alaska, c'est endémique de là-bas quoi, ce champignon-là. Lequel? Chaga. Le chaga, Ah ça, je sais pas ça. Je pourrais pas te dire. si je me souviens. Ouais. Mais là, on prend la Maury, la Maury a beaucoup voyagé aussi. Hein. Donc, Ouais. puis la terme de variété aussi. Hein, parce que bon, généralement on dit mourir, mais bon en fait c'est... En France, on doit avoir 9-10 Ah, espèces. ouais. On n'est pas très riche en espèces de Maury en France. Les Maury noirs, le pays le plus riche en espèces, c'est la Turquie, qui est un gros pays exportateur de Maury. Donc on a une quarantaine d'espèces en tout, hein, sur le monde. Je te dirais je une- sais je peux pas, pas te dire. Mais en Maury Il y en a plus conique, d'une trentaine. ouais, je crois Il y en a une peut-être pas loin trentaine, je m'en de- souviens plus, je l'ai vu avec l'amico de Macon, mais je m'en souviens plus C'est, combien exactement. Mais il y en a une Et trentaine. sur les Maury blondes, c'est la Chine qui recense le Ouais. plus d'espèces. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que tu en avais une encore, non Alexis? Allez. Ah, pardon. Pour commencer, donc, plusieurs conseils que vous avez donnés, c'était d'avoir le numéro de téléphone de Pierrot. Entre autres, hein, Non. c'est pas le seul. Hein. Avant, une année ou 2 années de recherche. Tout à fait. enfin, voilà. Pouvoir apprendre lors des sorties. Après on est... Un livre, ça suffit pas, on est d'accord. Ah Non. bah le GPR, le G... Le alors, meilleur des livres, le plus épais. Non, Ça je- dépend je ce peux qu'on- sortir. ça dépend ce qu'on veut tu sais, apprendre c'est dans comme le une champignon. mycologue, ça sert à rien d'avoir un bon en fait, il faut mieux en avoir une dizaine autour de toi et avoir plusieurs regards en fait. Les livres c'est pareil. oui, pour, et puis forcément, par rapport à ce qu'on disait, là-dedans, il n'y a que 3000 espèces. voilà. Il n'y a pas Si- toutes les espèces. Il Si y a vous pas allez toutes avec les ça en images, il y a forêt, pas vous toutes allez les être images perdu. C'est aussi. déjà bien épais, mais il n'y a pas tout dedans. Donc forcément, après, il y a encore des Voilà. sites spécialisés, je dis bien spécialisés, qui vont aller un peu plus loin, qui vont donner d'autres variétés, mais on en découvre encore. Comme exemple, j'ai un bouquin sur les amanites, 1300 pages. Ouais. Rien que sur les amanites. Il est réussi là. Donc ouais, Oui, après, il y a sans des parler des ouvrages camps. spécialisés sur chaque genre de champignons. Ouais, c'est ça. Généralement, même chaque mycologue généralement se spécialise Ouais. sur une famille. Ils ne peuvent pas couvrir l'entièreté de ce qui existe. Moi, les On cortinaires, c'est aimerait le bien. pire. Ouais, d'une année à une autre, tu reprends tes fiches techniques aussi Voilà. avant de repartir. C'est Au milieu de tous ces champignons, vous en avez un favori? Oh, je crois qu'on a tous nos favoris. je crois qu'on a un J'en peu ai tous les plus. nôtres. Ouais. Moi, c'est le Gamphu glutineux, je dirais. Ok. Enfin, de cette année, ouais. C'est celui que j'ai fait sentir. Alors, si vous avez senti, ça sentait un peu le cacao, en fait. Il est légèrement un peu épicé. C'est ce qui est hyper intéressant dans les séchages, en fait. Parce que moi, je sèche, en fait, tout ce que je ramasse pas en bouchon pour les restos, en fait, que je laisse sur place, vont s'ouvrir. Comme les amanites qui ont tourné tout à l'heure, en fait. Elles s'ouvrent, la spore se libère à ce moment-là. Par contre, je reviens ramasser sur certaines zones, j'y retourne et c'est pareil, je ramasse pas tout du tout au fait. Sur l'équivalent de 4, je ramasse 1, 2 et encore j'espace mes distances là-dessus et j'en laisse quand même parce qu'il faut les laisser terminer le cycle. Et par contre, toute cette partie-là, je vais la garder pour faire du séchage en fait. Toute la partie qui ne peut pas être vendue en restauration, petite bouchée pour apprécier dans un plat, c'est cette partie-là par un séchage. Et le Gamphu glutineux, il est hyper intéressant là-dessus parce que quand tu le sèches pas trop fort, en dessous de 28, parce que là, c'est ce que je dois être entre 24 et 28. Un vrai séchage en fait. naturel, voilà, ça c'est faut préciser. Parce que Naturel. du moment où vous Tu comptes dépassez... 3 jours en fait. Tu as 3 jours en fait. Tu as la première où c'est toute la surface qui va sortir. Alors, tout ce qui est gluant va sortir, va se sécher à ce moment-là. Les nonettes par exemple, quand tu les fais sécher, il faut les peler par contre là, automatiquement. Parce que c'est là où tu as toute la toxine. Tout ça Elle qui pourrait être se retrouve mortelle, la dedans. nonnette, hein, si on l'épluchait Ouais, pas. si tu Tellement l'épluches qu'on pas, rentrerait dans elle une est pas mauvaise, dysenterie, quoi. on se viderait. C'est la et on se viscosité en fait déshydraterait. qui apporte cela. Et après, voilà. Et. Ah, tu es merde. Je crois qu'on est arrivé à la Bon, c'est le fin. sparacisme. On arrive Mais à moi, la je fin le de notre sparacisme entier, intervention. papa, Sparacis c'est charbonnier aussi. Si vous avez d'autres questions, on se Après, retrouvera en de l'autre volume, tu côté. peux continuer quoi. On vous remercie à tous. Et merci. Parce que c'est pas facile.